Le président, veuillez prendre vos places. L'audience est ouverte. Comme prévu, nous poursuivons l'interrogatoire du témoin TCW Panvan. Madame la greffière, pouvez-vous faire votre rapport à la Chambre? La greffière, bonjour, Monsieur le Président. Toutes les parties à l'audience d'aujourd'hui sont présentes, à l'exception de Yang Sari, qui participe depuis la cellule de détention pour des raisons de santé. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la déposition de M. Panvan, qui comparaît devant la Chambre. Et cet après-midi, la Chambre continuera l'audition de la partie civile, Madame Denise Afonso, par liaison vidéo. Les services techniques ont indiqué que la vidéoconférence est prête pour cet après-midi. Monsieur le Président, Monsieur le juge Lavergne, souhaitez-vous poursuivre votre interrogatoire du témoin? Si vous le souhaitez, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais quelques brèves questions encore à poser au témoin. Donc bonjour Monsieur Kamphan. Je voudrais que nous revenions un tout petit peu sur les structures administratives et sur les relations qui pouvaient exister entre le secteur 105 et la région nord-est. Vous avez expliqué que le secteur 105 était, à votre connaissance, un secteur autonome. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait des relations entre le secteur 105 et la région nord-est? Il existait un lien entre le secteur 105 et la zone nord-ouest. Il y avait par la frontière un lien. Mais pour ce qui était des communications administratives, il fallait faire rapport de façon hiérarchique, verticale. Merci. Alors, je pense qu'il y a peut-être eu une petite erreur de traduction. J'ai entendu dans la version française que vous parliez de la zone nord-ouest. Il s'agit bien de la zone nord-est. Réponse. Je parlais en effet du nord-est. Merci. Donc, vous nous dites que toutes les communications entre le secteur 105 et la zone nord-est devaient suivre une voie hiérarchique, c'est-à-dire que toutes les communications devaient passer par qui? Par le comité central? Par le bureau 870? Par qui exactement devaient passer ces communications? D'après ma compréhension des choses, les communications passaient par 870. Mais il existait aussi un comité à la frontière où l'on pouvait faire passer les communications. Et ce comité avait été établi par l'échelon supérieur. Et il y avait des gens qui siégeaient au comité. Je ne me souviens pas de leur nom, mais je me souviens de l'existence de ce comité.
qui était à la tête de la zone ou de la région nord-est? Est-ce que vous en souvenez? Ta-ya était le secrétaire de la zone pendant que j'y travaillais. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il est arrivé à Ta-ya? Est-ce que Ta-ya était également connu comme étant né Saran? Je ne connais pas d'autres noms. Je ne le connais que sous le nom de Ta-ya. C'est comme ça qu'il était connu à l'époque. Et sa femme était... Il y avait un lien entre sa femme et ma mère. Elles étaient cousines et lui est secrétaire de zone. Et c'est tout ce que je sais. Savez-vous si Ta-ya a été considéré comme étant un ennemi et s'il a été purgé? Excuse me, Mr. President. Maître Yanoutsi, puis-je prendre la parole? Le président. Maître, la Chambre a déjà expliqué hier que les partis ne peuvent soulever d'objection à des questions posées par l'un quelconque des juges. Vous ne pouvez pas le faire, donc veuillez vous rasseoir. Maître Yanoutsi, bonjour à tous. J'ai bien compris la décision d'hier, que je n'ai pas le droit de présenter d'objection, mais j'aimerais simplement faire une observation. Les purges, le président. Aucune observation. Monsieur le témoin, souhaitez-vous que je répète la question ou vous en souvenez-vous? Ma question était la suivante. Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de Ta-ya et éventuellement qui l'a remplacé? Oui, j'étais au courant. Après sa disparition, il y a eu une annonce publique à ce sujet. On a dit qu'il nous avait trahis. Et pourquoi avait-il trahi? Quelles étaient les raisons pour lesquelles, selon cette annonce, il était considéré comme étant un traître? On nous a dit qu'il était associé aux Vietnamiens. Alors, je voudrais maintenant vous poser une série de questions concernant justement la définition, en quelque sorte, des ennemis. Et pour cela, je voudrais présenter un certain nombre de documents. Le premier document est le document E3 / 1111. E3 / 1111. ERN en français 00 53 27 06. ERN en khmer 00 37 66 71. ERN en anglais 00 52 41 92. Ce télégramme
s'intitule Directive A 920. Il est daté du 23 septembre 1976 et il est adressé au bien-aimé camarade Chin. Donc, ma première question, c'est, il a déjà été question d'un Chin lors des débats. Est-ce que vous pouvez confirmer si Chin était le secrétaire de la division 920? C'est exact. Chien en était le commandant. Donc voici le texte de ce télégramme. D'après les informations dont nous disposons, les ennemis réformistes, je précise que dans la version anglaise on parle d'ennemis révisionnistes, et en particulier le groupe des 7, ont eu des échanges entre eux et ont manœuvré pour enfouir des gens qui vont ronger de l'intérieur notre armée et notre base. Parallèlement à cela, ils ont eu des échanges avec certains traîtres pour pouvoir exhorter la population à s'opposer aux coopératives, à s'opposer à notre ligne révolutionnaire et socialiste. En résumé, ils ont manœuvré tout particulièrement pour enfouir durablement ceux qui vont ronger de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prendre des mesures comme ci-après. Petit a. Il est impératif d'endoctriner tous les dirigeants de division pour qu'ils soient informés de l'existence de toutes les ruses des ennemis dont nous parlons. Petit b. Il est impératif de suivre à la trace les éléments qui ont des relations avec le groupe des 7 ou ceux qui sont sympathisants du groupe des 7 afin d'en faire l'objet de purges. Il ne faut pas leur donner de poste de responsabilité dans l'armée, quel que soit le grade. En ce qui concerne les camarades qui sont des représentants de division et qui ont des tâches au sein du comité des relations avec le groupe des 7, il est impératif de les suivre à la trace sur le plan idéologique, sans les lâcher une seule seconde. Et il est nécessaire de changer très souvent de personnel. Il ne faut pas garder toujours les mêmes camarades. D'après nos expériences, les gens des méprisables 7, ils ne font que de tenter de séduire notre comité de relations afin de servir leur politique d'envahissement du Cambodge. À certains endroits, ils ont réussi à établir des contacts avec certaines personnes. De ce fait, il faut être vigilant pour qu'ils ne soient pas en mesure de ronger notre armée à aucun prix, et cela depuis les cadres jusqu'aux soldats. En particulier, il est impératif qu'il n'y ait absolument aucune relation avec la division frontalière. Signé Kyo, donc supposé qu'il s'agit de Kyo de Son Sen, avec copie à frère 81, frère Som, frère Nat, frère Ren et aux archives. Est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe qui s'appelait le groupe des 7? Non. Je n'ai jamais entendu parler du groupe des 7. Alors je vais lire un autre document. Il s'agit du document E3/1196. ERN en français 00 59 70 60. ERN en khmer 5 x 0 879. ERN en anglais
00 50 66 47. Il s'agit d'un télégramme, dit télégramme 33, en date du 26 novembre 1976, signé Chan. Alors, éventuellement, une copie de ce document peut être remise au témoin. Monsieur le Président, si vous êtes d'accord. Donc, le télégramme est signé Chan, adressé au bureau 870. Est-ce que vous pouvez identifier qui est Chan? Je ne connais pas cette personne très clairement. Est-ce que vous pensez que Chan a un lien avec une personne qui s'appelle Ling, lequel Ling, a priori, pourrait être votre père? Non, mais je n'ai pas entendu parler de cela. Bien, donc on va retirer le document des mains du témoin et je vais en donner lecture quand même. Donc télégramme 33 à l'attention du bureau 870 bien-aimé. Nous voudrions rendre compte de la situation dans les bases. Les actions semblables à celles de l'année 1974 se sont reproduites. Les gens ont jeté des pierres sur les toits de maisons dans de nombreux endroits. Nous avons vu des gens se déplacer pendant la nuit, mais nous n'avons pas pu leur tirer dessus à temps. 2. En ce qui concerne la situation des gens de 7, il n'y a pas eu de changement. Nous avons proposé une mesure militaire et celle-ci a été unanimement approuvée par la division et les troupes du secteur. Je précise que ce télégramme a été adressé en copie à Bang Nyun, il s'agit de Nunchea, Bang Kye, donc a priori Son Sen, le bureau et les archives. Alors passons à un autre document. Je précise que ce document vous a été présenté hier par le bureau des coprocureurs et c'est le document E3/877 qui porte les ERN suivants en français 00 28 31 09, en khmer 000 21 513 et en anglais 00 18 52 26. Il s'agit d'un télégramme adressé par Chan à l'intention du respecté et bien-aimé bureau 870. Et hier, vous nous avez dit, sauf erreur de ma part, que ce télégramme de Chan était un télégramme qui avait été envoyé par votre père, à moins que je me trompe. Donc, je propose que nous représentions ce document aux témoins afin qu'ils nous disent ce qu'il en est.
Alors, vous vous souvenez de ce télégramme, monsieur? À cette époque, ma sœur ou frère aîné travaille à cet endroit, donc pour être précis, il faudrait parler à ma sœur. C'est le nom de code. C'est Chan aurait pu être quelqu'un d'autre. Mon père n'utilisait pas de surnom à part celui de Lang. Mais, cela étant dit, il est possible que des gens aient d'autres noms. Car il arrivait que les gens changent de nom sous les Khmers rouges. Alors, s'agissant du contenu de ce document, il y est question de soupçons à l'égard des méprisables Som, du méprisable Chin. Et hier, il avait été précisé que Chin, c'était bien le secrétaire de la division 920. Que ces problèmes ont été rapportés au camarade San. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est le camarade San? San était celui qui a succédé au camarade Chin à la division 920. Et il est dit ensuite ceci: les soldats de l'unité 920 ont progressivement commencé des actions, mais nous les avons arrêtés les uns après les autres. Vous étiez au courant de ce qui s'est passé au niveau de la division 920? À l'époque, les gens ont continué de disparaître successivement. J'en ai entendu parler. Alors, on terminer par un dernier document. Il s'agit du télégramme E3/1030, ERN en français 0062 31 50, ERN en khmer 000 33 312, en anglais 0032 48 06. Il s'agit cette fois-ci d'un télégramme qui est adressé par Sophia à l'intention du cher Bang du cher Bang Chan bien-aimé, donc cher frère Chan. Le nom de Sophia vous dit-il quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous dire qui pourrait être Sophia? Je ne suis pas certain de quel Sophia il s'agit. Il y avait un Sophia qui avait des responsabilités militaires au niveau de la zone à l'époque. Voilà, je vais donner lecture de ce document et vous me direz ce que vous en pensez. Je voudrais vous rendre compte de la situation des gens du groupe 7, comme ci-après. Dans le secteur de Haut-Play, je suis désolé pour la prononciation, ils ont pénétré dans notre territoire à une distance de 20 km, puis ils sont venus couper notre bambou. Ensuite, nous les avons attaqués en faisant un certain nombre de morts et de blessés. Donc, on explique qu'il y a un certain nombre d'affrontements.
Et on explique au paragraphe 2, les gens du groupe 7 nous ont attaqués à Pik Chenda. En ce moment, on a trouvé leurs traces qui indiquaient qu'ils allaient en direction du village de Pu Shri Chas. Est-ce que ces noms, est-ce que le groupe 7, cela vous évoque-t-il quelques souvenirs? Ayant entendu cela, je peux dire que le groupe 7, ce sont peut-être les Vietnamiens. C'est ainsi que je comprends les choses. C'est la conclusion que je puis tirer en m'appuyant sur mon expérience de travail sur place. Cela étant dit, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il s'agissait des Vietnamiens. Est-ce que, à votre connaissance, les soldats qui, au cours de la lutte révolutionnaire, avaient fait partie de troupes commandées par des Vietnamiens, ont été, par la suite, été considérés comme étant des ennemis? Je suis désolé, je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous préciser? Parmi les soldats qui faisaient partie des forces Khmer Rouge, il y a eu des soldats qui avaient autrefois été placés sous le commandement hiérarchique de Vietnamiens. Est-ce que vous avez connaissance de cela ou non? Oui. À l'époque, il y avait des soldats, en particulier ceux qui étaient dans le Mondulkiri, qui avaient travaillé aux côtés de leurs homologues vietnamiens. Et il semblerait que, à partir de 1973, il y ait eu des accords pour que ces soldats ne soient plus sous le commandement vietnamien et soient exclusivement sous un commandement Khmer Rouge. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je me souviens de certaines choses. En réalité, il ne s'agit pas de structure hiérarchique. Ce n'est pas comme si les Vietnamiens avaient été les supérieurs, tandis que nous leur aurions obéi. Non, nous étions leurs homologues. Plus tard, à la mi-75, nous avons été envoyés sur le champ de bataille le long de la frontière. À ce moment-là, moi aussi, j'y ai été envoyé. J'apportais une assistance pour l'approvisionnement et pour le transport et les questions de logistique. Et en quoi cela a-t-il changé les relations avec les Vietnamiens? Initialement, nous avons collaboré pour lutter contre Thieu Qui le long de la frontière. Bien. Je vous remercie, monsieur le témoin, pour toutes ces réponses. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
គុណលោកចក្រមតែជាកិច្ចបន្តឲ្យមានសម្រាប់វិទ្យការជូនទៅ Le président. Merci, juge. À présent, la parole va être donnée à la défense de Noun Shea, qui pourra interroger ce témoin. Je vous en prie. Maître Yanouzi. Merci, monsieur le président. À nouveau, bonjour à tous. Bonjour à vous, monsieur le témoin. Merci beaucoup d'être venu déposer. Aujourd'hui et cette semaine, je suis l'un des avocats de Noun Shea. Aux côtés de mon confrère, le major Son Haroun, tous deux avons des questions à vous poser aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous exposer les principaux thèmes que j'aborderai. Premièrement, je poserai des questions sur ce que vous connaissez concernant Tas Haroun dont vous avez parlé. Puis, je vais revenir à ce que vous avez dit sur les structures de communication à 417 dans le secteur 105. Et enfin, si j'en ai le temps, je ne pense pas que le temps posera problème, je vous poserai des questions sur différentes autres questions, notamment votre expérience d'avant 75. Avant de commencer, j'aimerais que vous confirmiez votre adresse actuelle. Vous avez dit que vous viviez dans le district de Malais, je pense. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me répéter exactement où vous résidez actuellement au Cambodge? Réponse. Actuellement, j'habite à Malai, sous-district de Malai, province de Banteay Meanchey. J'habite au numéro 1, Psa Rud Psa Toprum. La Défense. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Depuis combien de temps résidez-vous à cette adresse? Réponse. J'habite dans le district de Malai depuis l'arrivée de la Pronuc. Thank you. La Défense. Merci. Et avant l'arrivée de la Pronuc, où habitiez-vous? Réponse. Avant l'arrivée de la Pronuc, je vivais dans la rue 505. Question. Et dans quelle ville, monsieur le témoin? Réponse. À l'époque, ce n'était pas en ville. On appelait ça le couloir 505. Mais à présent, cet endroit s'appelle Moda. C'est un endroit où Noun Shea travaillait également et Pol Pot et Khieu Sampan y avaient aussi leur bureau. Question. Est-ce que ça se trouve également dans le nord-ouest du pays? Réponse. C'est-il situé à proximité de la limite entre les provinces de Pursat et de Korkong? L'endroit était également proche de la province thaïlandaise de Trat. La Défense. Merci beaucoup. Pour que tout soit parfaitement clair, quand vous parlez de frontière, il s'agit de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement.
La Défense. Merci pour ces informations. À titre préliminaire, entrons dans le vif du sujet. Commençons par Saosaron. D'après ce que vous avez dit cette semaine, votre père était le secrétaire responsable du bureau K17. Vous avez dit que Tao Saroun lui avait succédé à ce poste. Et ce, après la mort de votre père. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. La Défense. Merci. D'après l'une des déclarations que vous avez faites aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, on vous a demandé si vous étiez au courant d'exécutions qui auraient eu lieu dans le secteur 105. Et voici ce que vous avez répondu. À l'époque de mon père, il n'y a pas eu d'exécution, mais à l'époque de Ta Saroun, l'arrestation de familles entières a eu lieu, mais je ne sais pas où ces familles ont été emmenées pour être exécutées. Et avant de vous interroger là-dessus, je vais, dans l'intérêt de chacun, donner la référence du document. Vous avez déjà vu ce document, monsieur le témoin, c'est le document E3 57, procès-verbal d'audition, en date du 10 mars 2009. Le passage que j'ai lu se trouve aux pages suivantes. En anglais, page 6, PRN 0029 0508, en khmer 0028 7705 et en français 0035 31 04. Je vais donc répéter. À l'époque de mon père, il n'y a pas eu d'exécution. Mais à l'époque de Tassaroun, l'arrestation de familles entières a eu lieu, mais j'ignore où ces familles ont été emmenées pour être exécutées. Voici ma première question, monsieur le témoin. Est-ce que cette déclaration est exacte? Autrement dit, sous Tassaroun, dans le secteur 105, des familles entières ont été arrêtées, puis emmenées quelque part pour s'y faire exécuter. Réponse. Effectivement. Moi-même, je n'étais pas au courant des arrestations, mais ce que je savais, c'est que des gens se faisaient arrêter et qu'ensuite ils ne revenaient jamais. Quant à l'époque de mon père, seules quelques familles ont disparu, comme par exemple la famille de l'oncle Chun qui a disparu. Par contre, quand Tassaroun est venu remplacer mon père, des familles entières ont été emmenées et ont disparu. La déclaration correspond effectivement à ce que j'ai déclaré. La défense. Même thème, autre document. Il a été produit devant la Chambre, il a une cote en E3, il a été utilisé dans le prétoire déjà. E3, barre 1664. C'est un document du DCCAM, Centre de documentation du Cambodge. Le titre est le suivant. Purge Khmer Rouge dans les montagnes du Mondolkiri. C'est la première série de documents du DCCAM. Voici les ERN en Khmer 0039 75 66 jusqu'à 7749, en français 0074 2838 jusqu'à 0074. Le président interrompt. Maître, pourriez-vous répéter les ERN? Vous les avez lus assez vite, les interprètes n'ont pas pu vous suivre.
Pourriez-vous répéter plus rapidement? La défense. Mes excuses aux interprètes. Les URL en khmer 00, 39, 75, 66, jusqu'à 00, 39, 77, 49. En français 00, 74, 28, 38, jusqu'à 00, 74, 28, 89. Ce qui m'intéresse, ce sont deux passages en particulier. Je n'ai que les ERN anglais. Je ne pense pas que l'intégralité du document ait été traduite. La première page est la suivante, en anglais, 0039 76 53. Je vais donner lecture d'un extrait de ce document, monsieur le témoin. Ensuite, j'aurai des questions à vous poser. À ce sujet, il y aura 3 passages, mais je vais procéder par étapes, un passage à la fois. À nouveau, premier extrait. Avec la mort de Horm, Saroun, un Laotien de souche, est devenu secrétaire de la région 105. Le conflit entre Kampun et Horm et la désignation de Saroun en tant que secrétaire régional ont conduit à l'imposition de règles plus strictes dans la région, et cela coïncidait avec la période durant laquelle il y a eu le plus grand nombre de décès. Voici ma première question. Pouvez-vous confirmer que Horm était effectivement un pseudonyme utilisé par votre père? Réponse. Horm était l'un des pseudonymes utilisés par mon père. En réalité, ce nom dérivait d'un nom laotien. La défense. Question suivante. À ce que vous sachiez, est-il exact que les règles imposées dans le secteur 105 sont devenues plus strictes, plus dures, sous la direction de Saroun, autrement dit après la mort de votre père? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'étais pas dans la région à l'époque. Mais d'après ma compréhension des choses, ceux qui se trouvaient au niveau du secteur devaient obéir strictement aux instructions des autorités supérieures. Ils n'osaient prendre aucune décision seuls. Voilà ce que je peux vous dire. L'autodiscipline régnait. Question. Vous avez déjà dit qu'il y a eu un nombre accru d'arrestations et peut-être d'exécutions sous Saroun. Est-ce que vous affirmeriez que, comme il est indiqué dans ce passage, sous la direction de Saroun, à cette période, il y a eu plus de morts que sous votre père dans le secteur 105? Réponse. Cela, je l'ai appris par mes amis. J'ai appris qu'après la mort de mon père et sous Saroun, beaucoup de gens ont disparu. Question. Merci. Je passe au passage suivant. Dans le même document. C'est la page suivante, en anglais. 0039 76 54. À nouveau, je vais citer. Beaucoup de signes marquent beaucoup d'informateurs, ce qu'on interprète, beaucoup d'informateurs
considère que le début des changements les plus radicaux intervenus dans le monde d'Olkiri ont eu lieu fin 77-78 lorsque Saroun a pris le pouvoir. D'après ce que vous savez, soit par vous-même, soit par ce que d'autres vous ont dit, est-ce que vous conviendriez que des changements radicaux ont eu lieu dans le monde d'Olkiri après que Saroun eut pris contrôle de ce secteur? Réponse. En fait, j'ai assisté à la disparition de certaines personnes, j'ai interrogé les villageois, je leur ai demandé où était la famille de Monsieur X, par exemple, et l'on m'a répondu que ces gens avaient disparu. Question. Merci beaucoup. Dernier passage. Toujours à la même page, à nouveau je vais citer. Après que Saroun est devenu secrétaire de la région, ils ont arrêté des gens tous les jours, 4 ou 5 personnes par jour. Le chef de la coopérative a essayé d'intimider les gens pour qu'ils travaillent plus dur en leur disant que Saroun allait tuer les paresseux. D'après votre expérience ou vos connaissances, est-ce que cette déclaration reflète fidèlement la situation qui existait dans le secteur 105 après que Tas Haroun fut devenu le secrétaire? Réponse. Je suis en désaccord avec une telle affirmation. Ce n'était pas aussi strict qu'indiqué dans ce passage. En fait, il ne tuait pas les paresseux, comme cela est affirmé ici. On peut également interroger d'autres gens qui sont encore en vie. Des gens qui ont connu cela. Certains sont encore en vie. Ils se trouvent du côté du district d'Anlong Veng. On peut leur demander des précisions. Pour ma part, je ne pense pas qu'à l'époque, la politique suivie était aussi stricte. Question. Merci. Donc, vous êtes en désaccord avec la partie selon laquelle des gens étaient tués parce qu'ils étaient paresseux. Est-ce exact? Réponse. Selon ma compréhension personnelle des choses, je ne pense pas que la paresse ait suffi à conduire à une exécution. Bien sûr, parfois il tuait des gens, mais je ne pense pas que la paresse ait pu conduire à des exécutions. Seuls ceux qui étaient considérés comme étant des ennemis se faisaient exécuter. La décision appartenait à l'échelon supérieur. Et ensuite, les ordres étaient transmis au niveau inférieur pour exécution. Question. Merci. Avant-hier, me semble-t-il, avec le co-procureur international, vous avez parlé d'un code moral en 12 points, comme on l'a appelé. Je pense que vous avez dit que vous ne vous souveniez pas des détails de ce code, mais que par contre, vous avez dit que l'essence de ce code consistait à respecter les gens. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Question. Ensuite, toujours dans cet échange avec le procureur international, vous avez dit que par la suite, sous le régime du Kampuchea démocratique, les gens se sont écartés de cette norme. Et ils ont vécu en fonction de leur propre code moral, d'après ce que vous avez dit. Est-ce exact?
Réponse. Je ne pense pas avoir dit cela. Question. Merci. Je vais citer le projet de transcription et vous pourrez corriger. Je cite, à partir du projet de transcription du 11 décembre, il y a 2 jours donc, page 83, ligne 1 à 12. La question était la suivante. Pourriez-vous nous parler du code moral en 12 points auquel vous deviez adhérer? Voici la réponse. Je ne me souviens pas des 12 principes moraux, mais le plus important, c'était la morale. Au début, beaucoup de gens ont appuyé ces 12 principes moraux, mais par la suite, chacun était considéré comme un ennemi du parti, raison pour laquelle les gens n'ont plus respecté ces principes. Bien sûr, l'essence du code moral était de se respecter, de respecter la société, de rendre hommage aux moines bouddhistes, etc. Mais par la suite, les gens n'ont plus adhéré à ces 12 principes moraux. Ils ont vécu en fonction de leurs propres principes moraux. Voici ce qui se trouve dans le projet de transcription. Le cas échéant, corrigez-moi si ce n'est pas ce que vous avez dit. Est-ce que l'extrait cité correspond fidèlement à ce que vous avez déclaré? Réponse. C'est effectivement ce que j'ai dit dans le prétoire. Je vais prendre un exemple pour illustrer ces 12 principes moraux. Pendant la période de guerre, les 12 principes moraux étaient appliqués de façon stricte. Par exemple, dans le Mondolkiri, les gens devaient respecter les moines bouddhistes et ils ne pouvaient pas voler, même pas un piment. Ils ne pouvaient pas voler quoi que ce soit aux villageois. Mais, plus tard, les Khmers rouges ont confisqué tous les biens de la population pour les mettre en commun. Les gens n'étaient pas très contents de ce fait. Et donc, ils n'ont plus suivi ces 12 principes moraux. Les gens n'ont plus respecté non plus les moines bouddhistes. L'argent a été aboli, tout a été collectivisé, et donc les gens ont cessé de respecter ces principes moraux. Question. Est-ce que votre père adhérait au code moral? Faisait-il de son mieux pour se conformer à ce code moral, initialement, au début du régime? Réponse. En réalité, sous mon père, celui-ci était en désaccord avec la pratique. Les gens voulaient protester mais ils n'osaient pas, j'étais trop jeune, je ne comprenais pas la politique. J'ai juste entendu d'autres en parler de ce qu'ils avaient fait. À l'époque, personne n'était content de la pratique, mais les gens n'ont pas osé protester. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que vous dites que votre père et les autres n'étaient pas d'accord avec les pratiques du kombucha démocratique, mais par contre, ils continuaient de croire en ce code moral? Par contre, il n'osait pas le dire. Est-ce là ce que vous voulez dire? Le président, témoin, veuillez attendre que le micro soit allumé avant de parler. Je vous en prie. Le témoin. Oui, c'est exact. Personne ne préférait cette politique, mais n'avait pas le courage de la contester. Question.
Qu'en est-il de Ta Saroun? Seriez-vous pas d'accord pour dire, compte tenu de ce que vous nous avez déjà dit, que les présumées exécutions sous son leadership, donc, serez-vous d'accord pour dire que Ta Saroun a exercé son autorité d'une façon différente que notre père, et Ta Saroun s'est écarté de ces principes moraux dont vous nous avez parlé? Hold on, Mr. Witness. សាកសីក៏មកអត់ទាន់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញតំណាងសហប្រញ្ញា Le président, M. le témoin, m'y attend. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Il me semble que cette question est à la limite de demander aux témoins de spéculer. On sait, il l'a dit tout à l'heure, il n'était pas là sur place. La seule source d'information qu'il a eue, c'était des amis, probablement bien après les événements. Donc, il me semble tout de même que la question pousse un peu loin le témoin dans sa recherche d'identifier les pratiques sous Ta Saroun, alors que lui-même était à Phnom Penh à l'époque. Voilà, donc je pense qu'il s'agit tout de même d'une question qui invite le témoin à spéculer pour une bonne part sur ce qui s'est passé lorsqu'il n'était pas là. Mr. President. Maître Yanoutsi, j'aimerais répondre brièvement, Monsieur le Président. Je n'invite pas le témoin à faire de la spéculation. Je vais reformuler ma question, peut-être, mais je veux simplement dire que presque tous les témoins qui sont venus au prétoire ont, d'une façon ou d'une autre, donné du oui-dire dans une certaine mesure. C'est-à-dire de choses, ils nous ont parlé d'événements, de choses que d'autres personnes avaient vues et qu'ils leur avaient communiquées. Donc voilà mon premier argument, à savoir que le oui-dire est non seulement recevable, mais aussi beaucoup employé. Deuxième point, le témoin nous a déjà dit que, en se fondant sur son expérience, ses observations directes et de ce qu'il a entendu de la part d'autres personnes, qu'il a des connaissances sur ce qui s'est passé pendant le leadership de Ta Saroun. Donc, je peux diviser ma question. C'est vrai qu'elle était composée. Monsieur le témoin, vous nous avez parlé de votre père. Vous nous avez expliqué en quoi il essayait de respecter ce code moral, mais ne pouvait pas. Et vous nous avez aussi dit qu'il y avait des différences sur le type de leadership exercé ou les effets ressentis par la direction de Ta Saroun et celle de votre père. Donc, ma question, plus simple cette fois-ci, pouvez-vous faire une comparaison entre votre père et Ta Saroun? Réponse. Je ne peux faire de telles comparaisons car je n'étais pas là à l'époque où Ta Saroun y travaillait. En entendant parler de disparition, j'ai posé des questions à des villageois à ce sujet. Il m'est donc difficile de comparer le style de leadership de ces deux personnes. Maître Yanoutsi, c'est très bien, merci. J'aimerais explorer un peu plus ce sujet. Vous êtes peut-être au courant que Ta Saroun a déjà déposé dans le prétoire. En fait, il était assis dans la même chaise où vous êtes assis maintenant. Et il a répondu à des questions que nous lui avons posées. Et on lui a montré certaines de vos dépositions devant le juge d'instruction, notamment la partie que vous venez de nous confirmer ce matin, c'est-à-dire, comme vous avez dit, à l'époque de mon père, il n'y avait pas d'exécution, mais sous
l'époque de Tassaroun, il y a eu des familles entières arrêtées, mais je ne sais pas si ces familles ont été emmenées pour être tuées. On a justement montré cet extrait de votre déposition à Tassaroun, et lui l'a réfuté, en bloc. Il a nié, et je vais citer ses propos, il a dit non, de familles entières ne seraient pas arrêtées. La personne qui a dit cela, et il fait référence à vous, cette personne a dû exagérer, car nous n'avons jamais organisé l'arrestation de villageois. Donc Saosaroun a rejeté vos affirmations, et j'aimerais vous demander, avez-vous exagéré lorsque vous avez dit aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction que des familles entières avaient été arrêtées sous la direction de Saosaroun? Or has Ou est-ce, comme vous nous l'avez dit ce matin, était-ce exact ce que vous avez dit aux enquêteurs? ដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បញ្ហានឹងបញ្ហាអ៊ុំតរុនគាត់ឡើងសវនាការខ្ញុំអត់បានតាមដានទេបាទ Réponse. Je n'ai pas vu cette audience lorsque Saosaroun est venu. Mais je ne peux pas exagérer. Je ne sais pas qui lui a donné l'ordre de procéder à des arrestations, mais j'ai entendu dire que des personnes avaient été arrêtées et que beaucoup de gens du peuple nouveau disparaissaient. Et aussi même des membres de minorités qui étaient honnêtes avaient été arrêtés. Et je ne peux pas croire qu'une personne aussi honnête que lui, que cette personne, membre d'une minorité, ait disparu. D'autres personnes ont disparu. Je ne l'ai pas mis en cause pour les arrestations, mais les arrestations ont eu lieu alors qu'il était à la tête. Et j'ai demandé à d'autres personnes, et elles m'ont confirmé que ces arrestations ont bel et bien eu lieu. Question. Merci, monsieur le témoin. Avez-vous des connaissances directes? Savez-vous pourquoi Saosaroun nierait vos affirmations? Pensez-vous qu'il essaie d'atténuer sa propre responsabilité? don't answer that. Veuillez attendre avant de répondre, monsieur le témoin. Le président. La parole est au avocat principal pour les parties civiles. Maître Pikang, monsieur le président, je m'oppose à cette question. Elle invite le témoin à faire de la spéculation. Le président, monsieur le procureur, vous vouliez dire quelque chose? Merci, Monsieur le Président. C'était dans le même ordre d'idées. La Chambre a déjà décidé à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas poser aux témoins de questions à propos des pensées hypothétiques d'un autre témoin qui n'est pas là. Et donc, effectivement, il s'agit d'inviter le témoin à spéculer, à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, et ce n'est pas son rôle devant cette Chambre. Merci. Maître Yanouti, j'aimerais brièvement répondre. J'accepte tout à fait que l'on peut demander aux témoins d'émettre des hypothèses sur des questions abstraites, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que le témoin ne peut, ou plutôt, peut ne pas savoir quelque chose car on peut lui avoir dit. Moi, je sais plusieurs choses car on me les a dites. Je ne les ai pas vécues directement par mes sens. Et beaucoup de ce que nous connaissons dans la vie provient de nos interactions avec d'autres personnes. Il est donc possible que ce témoin soit au courant de quoi je parle et a des renseignements directs. Et peut-être que ce n'est pas le cas. Il est tout à fait apte et assez intelligent pour nous dire que ce n'est pas le cas, et je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ma question. Et je pense que mon confrère aimerait faire une observation. Monsieur le Président.
Le président. Oui. J'attends la fin de votre observation. Je donnerai ensuite la parole à quelqu'un d'autre. La parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, et bonjour à tous. Les questions posées sont non seulement pertinentes, mais tout à fait appropriées. Et lorsque l'on voit la façon dont le Conseil a posé ces questions, elle pose de la même façon que le juge Lavergne. Je ne pense pas qu'on ait demandé aux témoins d'émettre des hypothèses. Ce qu'on lui demande, c'est d'établir des comparaisons sur la base de ses observations personnelles et son expérience. Et ce sera à la Chambre d'apprécier la valeur probante de ce témoignage. Le témoin était là et il est en mesure de faire une comparaison à ce qui se passait avant et après. Et peut tirer certaines conclusions sur le sujet des personnes qui étaient à la direction à l'époque. Et bien entendu, s'il n'y a aucun autre élément pour corroborer, cela ira à la valeur probante. Mais je ne vois rien dans la façon dont les questions ont été posées à ce jour, enfin jusqu'à présent, et je ne vois rien qui invite le témoin à émettre des hypothèses, faire de la spéculation. C'est tout à fait pertinent. D'autant plus que l'on lui montre la déposition du témoin sur lequel on lui demande de faire des comparaisons. Je pense que l'on peut permettre cela. Et si les juges peuvent poser ce type de questions, nous devrions être en mesure de les poser aussi. Merci. Lúc vì vì việc trong thùng nô trong cõi đi sai mày đầu tiên. Le président. La défense de Nguyen Chia, veuillez reformuler vos questions et veuillez aussi garder à l'esprit que les questions invitant le témoin à faire de la spéculation ne sont pas permises. Maître Yen aussi, c'est très bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, pour résumer ce qui vient de se passer, je vous ai dit que M. Saosaroun est comparu devant la Chambre et a nié, a rejeté, a réfuté ce que vous venez de nous confirmer.
J'aimerais donc savoir si vous avez des raisons de savoir pourquoi il ferait cela. Avez-vous des connaissances particulières, des renseignements à votre disposition qui indiqueraient qu'il tente d'atténuer sa responsabilité alors qu'il comparaît devant la Chambre? C'est d'ailleurs ce qui semble. Ce semble être le cas. Et si vous n'avez pas de renseignements, vous pouvez me le dire, c'est tout à fait acceptable et je ne m'attends pas à ce que vous me disiez, à ce que vous me parliez de quelque chose dont vous ne savez rien. Je n'en sais rien, dit le témoin. Maître Yanouti, j'ai encore une question à propos de Sao Saroun et je passerai ensuite au prochain sujet. J'aimerais une fois de plus vous rafraîchir la mémoire. Un peu plus tôt, je vous ai lu 3 extraits d'un document rédigé par le Centre de documentation du Cambodge. Nous en avons un peu parlé. Ces extraits avec lesquels vous étiez d'accord en totalité ou en partie, ou vous étiez d'accord avec sous quelques réserves. Donc ces extraits ont été présentés à M. Sao Saroun également. Et il les a réfutés, il les a rejetés, et voici ce qu'il a dit à la Chambre. Ma réponse à cela, j'entends ces extraits, est que c'est faux. Ceux qui ont dit cela exagèrent les faits. Je n'ai jamais vu ou su quoi que ce soit à propos d'exécution. Je nie cela. Je n'ai été au pouvoir que pendant 2 mois. Je n'étais pas un homme fort qui arrêtait des gens. Je rejette ce qui vient d'être lu. Ces accusations sont fausses. La question, une fois de plus, est la suivante. Avez-vous des renseignements qui vous expliqueraient pourquoi M. Sao Saroun viendrait au tribunal pour nier ce qui est dit dans ces passages afin d'atténuer sa responsabilité? Savez-vous, et si vous ne le savez pas, dites-le nous, savez-vous s'il essaie d'atténuer sa responsabilité lorsqu'il comparaît devant la Chambre? Le président. Monsieur le témoin, ne répondez pas à la question. Elle vous invite à faire de la spéculation. Maître, nous vous avons déjà dit d'être prudent lorsque vous posez des questions. La Chambre a rappelé au parti qu'il ne faut pas poser des questions qui invitent les témoins à faire de la spéculation. Maître Yanouti, très bien, Monsieur le Président, je vais passer à autre chose, mais avant, je dirais que ma question était tout à fait appropriée. Je cherchais à obtenir des renseignements que le témoin pourrait avoir, le président. Continuez. Une fois de plus, les questions qui invitent le témoin à émettre des hypothèses personnelles ne sont pas permises. Maître Yanouti, merci. Vous avez dit des conclusions personnelles? C'est ce que j'ai entendu en anglais. Que nous n'avons pas à demander aux témoins d'émettre des conclusions personnelles. Mais alors, que faisons-nous ici? Le président. En effet, le témoin ne doit pas faire de spéculation et c'est tout. Et c'est la pratique dès le début des audiences. Cela fait plus d'1 an que les audiences au fond ont commencé et que nous avons adopté cette pratique. Les questions aux experts peuvent
on peut poser des questions aux experts qui leur invitent à faire des spéculations. La parole est au procureur. Merci, Monsieur le Président. C'est juste aux fins de transcription et pour qu'il n'y ait pas de problème de compréhension. La traduction française qui nous a été donnée des propos du Président parlait de conclusions hypothétiques. Or, cette traduction française est relayée et vient de l'anglais, et donc j'imagine que la défense a très bien compris qu'il ne s'agissait pas de conclusions personnelles, mais apparemment de conclusions hypothétiques. En tout cas, c'est ce que nous avons entendu. Merci. Maître Iannuzzi. Eh bien, sans doute, est-ce une question de traduction, comme bien souvent c'est le cas. Ce n'était pas une question d'hypothèse, je n'invitais pas le témoin à faire de la spéculation, je lui demandais simplement s'il savait si quelque chose s'était produit, s'il savait que South Haroun avait cherché à atténuer sa responsabilité et je voulais savoir, demander au témoin s'il savait que c'était la raison pour laquelle il avait tout nié. Maintenant, si le témoin ne le sait pas, je n'y peux rien. Et je ne veux pas que le témoin fasse de la spéculation. Et donc, pour en revenir aux experts, ce que vous avez dit, Monsieur le Président, je ne vois pas en quoi cela est applicable. Je n'ai jamais demandé une opinion d'expert à ce témoin. J'ai demandé au témoin le Président. Interrompt. Maître, veuillez passer à d'autres questions, je vous prie. Vous ne pouvez pas donner des instructions à la Chambre ou nous enseigner et faire la leçon. Maître Iannuzzi, je n'oserais pas. Mais je vais passer à autre chose. J'aimerais maintenant, Monsieur le témoin, vous poser des questions à propos de K17 et sa structure de communication. Je vais vous poser des questions sur ce que vous nous avez déjà dit. J'espère en fait avoir terminé ce sujet avant la pause du matin. Hier et le jour précédent, vous avez répondu à des questions du procureur sur des présumées communications entre le bureau K17 et Nuanchia, notre client, sur deux sujets en particulier. Des questions de sécurité, je crois que vous aviez dit, et aussi des convocations à certaines réunions à Phnom Penh. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les convocations, vous avez parlé d'une convocation qui précédait la mort de votre père. Et c'est une discussion que vous avez eue avec le juge Lavergne, le juge français, hier. Vous avez sans doute entendu ce que j'avais à dire à propos de cela hier. Je maintiens ma position, qu'il s'agit d'un sujet non pertinent. Ce qui s'est passé à votre père après son arrivée à Phnom Penh. Mais, comme les juges semblent être intéressés par ce sujet, je vais vous poser une ou deux questions. Et le Président. Maître, veuillez éviter de faire des commentaires avant de poser vos questions. Posez votre question. Tâchez d'éviter les commentaires qui pourraient être de nature suggestive pour le témoin. Posez des questions brèves et concises. Évitez les répétitions. Si vous posez des questions brèves et précises, vous obtiendrez les réponses du même genre. Maître Iannuzzi, Monsieur le Président, en effet, mais parfois il est nécessaire d'établir un contexte avant de poser des questions. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Toute personne qui a pris la parole, le Président. Oui, mais ce que nous voulons, c'est que vous posiez vos questions directement. Nous n'avons pas donné la parole pour que vous fassiez des commentaires.
Nous vous l'avons répété. Vous avez la parole pour l'interrogatoire du témoin. Tout de suite. Et tout de suite, Monsieur le Président, vous avez discuté de la mort de votre père avec le juge Lavergne. Le juge Lavergne vous a demandé quand cela s'était produit. Et vous y avez répondu au juge, si j'ai bien compris, que vous n'étiez pas certain de la date. J'aimerais donc faire lire une de vos déclarations. And this is another record of one of those interviews that you. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition devant les co-juges d'instruction portant la cote E3, barre 57. Je pense que c'est celui dont j'ai déjà parlé. Je ne crois pas avoir besoin de répéter les ERN. Page 6, je vous prie. C'est la même page que tout à l'heure. Et on vous a posé la question suivante. À quelle année êtes-vous venu à Phnom Penh avec votre père? Et c'est dans le contexte de ce que vous avez dit au juge Lavergne. Et vous répondez vers la fin de 1977. Cela vous rafraîchit-il la mémoire? Quand vous avez fait ce supposé dernier voyage à Phnom Penh, était-ce à la fin de l'année 1977, comme vous l'avez dit aux enquêteurs? Réponse. J'ai dit que je ne m'en souvenais pas très bien. Question. Très bien, merci. Donc, vous ne confirmez pas ce que vous avez dit? Réponse. Je dis que je ne suis pas certain. Maître Yanoutsi. Très bien. Essayons de tirer cela au clair. Vous nous avez dit que votre père s'est rendu plusieurs fois à Phnom Penh et que vous l'accompagnez lors de ses voyages. Est-ce exact? Qu'il a fait plusieurs voyages et que vous l'avez accompagné à chaque fois? Réponse. C'est exact. Question. Vous souvenez-vous, et si vous ne vous en souvenez pas, veuillez nous le dire, vous souvenez-vous du nombre de voyages? Était-ce 2 ou 3 ou plutôt 10, 25? Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre? Ou peut-être vous souvenez-vous du nombre précisément. Combien de fois vous êtes-vous rendu à Phnom Penh? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je préfère dire que je ne sais pas. Question. Plus que 10 ou moins que 10? Êtes-vous au moins capable de nous confirmer cela? Réponse. Je ne comprends pas la question. Vous me demandez par mois ou par année ou pendant toute la période? Question. Désolé, je regrette mon manque de clarté. J'essaie de voir si nous pouvons avoir un chiffre approximatif pour voir quand est arrivé ce dernier voyage. Avez-vous fait plus de 10 ou moins de 10 voyages avec votre père? Réponse. Je dirais que c'était moins de 10 fois.
question. Merci beaucoup. Je passe à ma deuxième question sur cette supposée invitation à Phnom Penh dont vous avez parlé avec le juge Lavergne. Connaissez-vous les raisons qui ont été données à votre père? Le président interrompt. Maître, je vois que vous abordez un autre sujet. Or, le moment est venu d'observer une pause. À la reprise des débats, vous pourrez aborder cette nouvelle série de questions. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son avocat pendant la pause et les ramener dans le prétoire pour la reprise des débats. À 10h50.